On allait, bon, c'était prévu, j'avais écrit un mail en disant on bouge la cour vers ce jeudi-ci. Maintenant, il vient d'y avoir une proposition de le faire plutôt le mercredi après-midi. Alors pour moi, ça colle, on peut faire ça. Euh, et si la majorité d'entre vous disent ok, c'est mieux, on fait ça, hein. Oui? Ok. Ben, voilà, faisons ça mercredi alors. Je le note. Et... Ah oui, demain. Non, avec l'autre classe, je suis parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui manquaient dans l'autre classe. Ici, c'est un peu mieux. J'avais dit que ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout concentré sur les travaux ce cours-ci. Et le cours sur l'anatomie, ça, on va faire jeudi. Et ici, peut faire la même chose. On se concentre sur les travaux et je vais vous montrer un démo sur un sujet particulier. Mais le cours avec la matière nouvelle, je donnerai demain alors. Ouais, comme ça, on aura un maximum de gens demain pour le cours. Et pour les travaux, on regarde ce qui est en place aujourd'hui et les travaux, le reste des travaux, ça sera pour la semaine prochaine. Ok. Vous voyez mon écran? Oui? Ok, parfait. Euh, on va vite faire le tour. Le seul qui est toujours présent, c'est moi, hein. Floriane, elle est là? C'est toujours les mêmes qui sont présents. Floriane n'est pas là par contre. Mais je, mais je vois pas ta. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est parce qu'il y a, c'est parce qu'il y a trois noms. Il y a mon cerveau qui filtre. Désolé. Je vais te mettre présent deux fois, comme ça, pour compenser. Morgane, Morgane par contre n'est pas là. Guillaume, oui. Shannon aussi. Thomas, Thomas, je vois pas. Mais lui, je n'ai pas vu. Vous le voyez dans les autres cours? Ouais. Il est venu pour... Elle est, elle est doublante, mais c'est vrai, elle a tendance de venir les premiers cours et après. Mhm. Thomas n'est pas là. Loïc non plus. Robin non plus. Adrien. Adrien, c'est dommage parce qu'il fait du beau boulot, mais il est souvent pas là. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Bah, peut-être pas au même temps, mais il est doublant aussi. Allez, pour mon cours, il repasse, mais je crois il a avancé d'année. Alec, oui. Jasmine, non. Oh, pour une fois que j'avais le nom juste. Elimcha non plus. Cyril, oui. Brian, oui. Nicolas, oui. Et Oussama, non. Par contre, on a fait un énorme effort pour lui installer ZBrush. C'est dommage qu'il n'est pas là. Ok. Alors, euh, voilà, pour le cours de rattrapage, c'est réglé. Maintenant, j'ai une petite annonce pour 200.
avec Black Friday, je ne sais pas si vous y participez, mais il y a des petites réductions sur les tablettes. Pour ceux qui n'ont pas encore de tablettes et qui se débrouillent aux souris, c'est peut-être une dernière occasion de... Ouais, parce que la plus petite tablette, juste chez Fnac, et peut-être qu'il y a des endroits en ligne où c'est encore moins cher, hein. Mais par exemple là, le petit Wacom, il est en 79 plutôt que 100, et c'est déjà une bonne tablette, hein. Et la taille, pour notre travail, ça n'a pas trop d'importance. En 2D, si tu veux vraiment un bon rapport entre la surface du travail et l'écran, ça peut être bien d'avoir un plus grand écran. Mais pour faire du sculpte, la taille petite est tout à fait suffisant. Voilà. J'ai aucun pourcentage là-dessus, mais si ça vous intéresse. Alors, prochain point sur l'agenda, c'est les questions. Alors, au début de cours, s'il y a des questions générales, vous dites, bon, voilà, j'ai eu un problème ou il y a un sujet qui n'est pas clair ou un travail où vous avez des problèmes. Bah, au début de classe, euh, faisons un petit tour des questions que vous avez notées. Voilà, si vous avez une question, notez-la parce que sinon, bah, moi je l'oublie, hein. Si je note pas, euh, une heure après, je l'ai oublié. Alors, en cours de route, notez-les, comme ça on les en rappelle. Et normalement, tout le monde profite de certaines questions, sauf si c'est vraiment une question spécifique sur un détail d'un travail. Ok. Mhm. Oui, oui, tout à fait, hein. C'est euh, c'est vrai. C'est un peu un rebelle, lui, hein. Non, je crois que c'est un petit peu à chaque prof de voir à quel point qu'il peut simuler ou s'approcher d'un déroulement normal, quoi. Et pour mon cours, l'examen, normalement, les gens peuvent déjà amener des éléments accessoires comme des brushes, des références. Et le défi, c'est vraiment de pouvoir finir un personnage en 4 heures. Et en 4 heures, je peux voir si quelqu'un maîtrise les outils et s'il connaît les principes et s'il arrive à les appliquer. Maintenant, il y a toujours moyen de tricher, hein, mais quelque part, on ne se triche que soi-même, hein. Alors, la seule façon pour éviter ça, c'est que je donne le thème que quelques jours en avance. Alors, chaque année, c'est un autre thème. Euh, je vous passe le thème, comme ça, vous avez quand même un jour ou deux pour collectionner tous les références et tous les brushes. Et peut-être même un base mesh pour démarrer. Et au début de l'examen, je vérifie un petit peu avec chacun les éléments qu'il a en place déjà et la stratégie qu'il va utiliser. Et par après, c'est le travail que vous arrivez à faire en 4 heures. Mais si vous faites les travaux, c'est déjà bon signe, hein. Normalement, les travaux se font en 1 heure ou 2 et 4 heures, c'est pour un modèle détaillé, c'est peu, mais pour un concept, c'est... Ouais. Et la meilleure façon de se préparer, c'est de le simuler, hein. C'est de dire, je me prends une référence que j'aime bien et je me donne 3-4 heures pour finir. Et si vous y arrivez chez soi, je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas en examen. Ah, on va mettre une petite musique pour calmer. Ouais. Et
Non, non, je vais être là et vous pouvez même poser des questions. C'est pas comme, même en classe, c'est jamais un examen qui se passe en silence complet. S'il y a une question, normalement, j'y réponds. Même si c'est quelque chose qu'on aurait dû voir en classe, euh, le vrai, euh, le vrai critère, c'est de voir le résultat final. Alors, ouais, il y aura un échange ce jour-là quand on est en ligne. D'autres questions? Non. Maintenant, pour le projet personnel, aujourd'hui, on n'a pas énormément de matière, comme j'avais déjà dit. On va faire l'anatomie demain. Alors, on va faire le travail qui a été fait sur Sketchfab. Mais fin du cours, je vais garder une vingtaine de minutes. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent montrer ou parler de leur projet personnel, peut-être que vous avez déjà un croquis ou une inspiration, bah, faites-moi signe et soit on regarde ça ensemble en groupe, ou soit si vous dites non, non, je préfère faire ça, garder un peu plus discret, on peut faire ça juste un sur un. euh, et à ce moment-là, on se met dans un channel et vous pouvez me montrer en individuel. Ok. Ceci dit, passons à Sketchfab. J'ai vu que tu as un problème. T'as eu un problème. Ah non, le voilà. Il est encore mis en draft, ton. Ok. Ah oui, le voilà. Ah, il y a un deux. Celui-là aussi, il vient de se rajouter ce matin. Bah non, j'ai fait ça à 8h30. Mais... Ah, c'est pour ce dernier moment de polir tout. Parfois, ça donne bien quand c'est en monochrome comme ça. Non, c'est-à-dire pour l'exercice des formes géométriques, là j'aime bien voir les formes individuelles pour vraiment pouvoir isoler les formes qui ne fonctionnent pas bien, les transitions aussi. Ici, c'est pas obligatoire. Ça unifie, hein. Juste par unifier la couleur, ça donne un aspect plus fini que si c'est des couleurs isolées. Ça vient d'un animé ou c'est des personnages? Ok. Et ils sortent tous du même univers. Ok. Mais je ne reconnais pas qui c'est malheureusement, hein. C'est quelle série? C'est quel jeu? Ah ouais. Ok. Il y a mes fils qui jouaient à ça. Bon, il y a un moment. Ouais. Au début, ils essayaient ils étaient tout petits, bah, tout petits. Ils avaient 11 ou 12 ans. Ils essayaient de me convaincre que c'était un jeu gratuit. Bah oui, c'est ce qu'ils disaient aussi. Et je disais, oui, oui, peut-être le niveau de base et après faut cracher. Non, 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 c'est tout à fait gratuit. Mais mais ça, c'est assez nouveau alors qui sont passés complètement gratuits. Ah oui? Il faut payer que, il faut payer que les skins. Bah, ils ont raison, ils avaient raison alors. La vérité blesse.
Et c'est bah, peut-être le perso au milieu, disons le perso principal. Harry Potter, comme ça. A-H-R. Comme ça? Non, pas sans le U, sans le U. Ouais. Ok, je vois. Bah, c'est bien. C'est le... euh, oh. Je vais mettre ça à gauche, comme ça. Et l'objet, c'est... Ouais, normalement, ça flotte. Ouais, tout à fait. Mais c'est les accessoires, on s'en rend compte que l'importance que ça a, pas seulement l'objet en soi, mais le fait que tout son, toute sa pose est en fonction de l'objet. Du fait que elle veut que ça flotte au-dessus de sa main, ben, la pose, elle va cibler que l'œil va vers la boule. Et en plus, son regard est probablement ciblé là-dessus aussi. Alors, oui, ben voilà, parfois, une décision euh, globale va s'appliquer localement sur tous les petits détails. Ça veut dire que, par exemple, décaler légèrement la tête, ça va aider. Euh, c'est déjà super que la pose, elle est asymétrique. Mais par exemple, la poignée droite aussi, le fait qu'elle elle tend un petit peu ou elle soulève un petit peu la main, ça va être pas seulement plus élégant, mais aussi, euh, oui. Et quand on a quelque chose qui est tendu vers l'avant, normalement, il y a toujours une action inverse sur l'autre membre qui correspond. Ça veut dire que l'autre bras va aller un peu plus vers l'arrière. Tu vois? Et mais tu le fais déjà naturellement, hein. Maintenant, il faut il faut que ça déborde de la colonne vers euh, toutes les éléments du corps, jusque dans jusque dans les doigts. Qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode pour les éléments dans le dos? Mhm. Ouais, ouais. Et la forme de base, tu l'as fait avec Snake Hook ou Ok. Oui, vous allez en rendre compte parce que parfois, quand on... mais moi j'ai ça. euh, Par exemple, on fait le B et on voit la palette avec tous les brushes et on a tendance de reculer devant autant de brushes. Mais plus qu'on utilise les brushes, plus qu'on s'en rend compte que 90% des fois, on s'en sort avec 5 brushes. Euh, Tantôt, j'avais un problème avec ZBrush 2021. Je suis repassé à 2019. Attends, je relance le 2021. Et il y a des brushes standards que tout le monde utilise, comme le Move, le standard, le Snake Hook, Dame standard. Mais il y a plein de gens qui vont créer leur propre interface avec leur brush préféré aussi. Par exemple, ici,
pour mon interface. Que non, je crois que D. Ah voilà. Par exemple, moi j'ai carrément fait une palette avec tous mes brushes préférés et j'ai assigné un raccourci. Dans mon cas, j'ai fait Alt W et comme ça, je ne vois que les brushes que j'utilise tout le temps. Ça, c'est une méthode. Vous pouvez aussi les accrocher dans votre interface, hein. Par exemple, si vous faites Enable Customize, à ce moment-là, j'ai oublié maintenant le raccourci. Ah voilà, CTRL A et vous le glissez. Vous pouvez le mettre au-dessus. Là, c'est des icônes grands. Vous pouvez aussi utiliser les petites, hein. Par exemple ici. Mais pour ça, il faut trouver l'original en petit. Je vais mettre le standard, comme ça ressemble à votre interface. Là, vous pouvez mettre oups. Et pour mes brushes, j'ai load custom. Voilà, ici j'ai créé un menu supplémentaire avec tous les brushes. Et après j'ai accroché un raccourci. Voilà, là j'ai sauvé chaque fois l'interface et le shortcut, vous pouvez sauver en fichier. Mais si vous voulez que ça se lance avec ces préférences-là, il faut faire Store dans le cas de hotkeys et configuration, il faut faire Store aussi. Et à ce moment-là, chaque fois que ZBrush démarre, il va vous montrer cette interface-là. Voilà. Tout ça pour dire que normalement, on peut s'en sortir avec un minimum de brush. Même chose aussi pour la pose de ce personnage-ci. Essayez de décaler un petit peu pour que c'est moins symétrique. Déjà, l'arme, ça aide beaucoup. Ça le rend déjà asymétrique. Mais je crois que dans la pose aussi, tu peux encore jouer juste par exemple, en tournant la poitrine. Ça va déjà créer un effet plus asymétrique. Oui, et ça, quand on fait quand on fait du concept, c'est important de maîtriser l'outil, bien sûr, mais aussi d'avoir
le sentiment d'une certaine liberté ou de ne pas avoir peur. Et plus que vous faites des personnages, plus que vous allez gagner en confiance, et confiance donne liberté. Alors, tu vas voir, plus que tu vas, tu vas travailler, plus que tu vas te sentir à l'aise et plus que tu vas pousser plus loin. Ça va venir naturellement. Et une bonne façon de voir la silhouette, c'est aussi de regarder les ombres, hein. Par exemple, juste en rajoutant les ombres, on voit si les silhouettes fonctionnent ou pas. Alors, ça donne déjà bien en silhouette. Non, c'est bien fait. Maintenant, quand vous allez travailler comme ici pour les proportions en base mesh, en forme géométrique quelque part, il faut garder en tête cette idée de transition. Par exemple ici, est-ce qu'il a un vêtement normalement ici? Ok. Mais par exemple, si c'est de l'anatomie, tu l'as bien fait, hein, il faut que les transitions restent soignées. C'est bien le cas ici. Peut-être là aussi. Par exemple, les hanches, est-ce que c'est un vêtement ou est-ce que c'est de l'anatomie? Bah, c'est important à savoir. Oui, ok. Bah, dans ce cas-là, c'est important que ça, que ça reste anatomiquement correct, tu vois? Ouais. Ok. Bah, sinon, c'est des détails, hein. C'est beau travail. Ouais, ça donne très bien, hein. C'est aussi basé sur les base mesh que j'ai passé? Ok. Bah, t'as vraiment bien soigné ça parce que il y a une méthode de mannequin aussi dans ZBrush qui est parfois utilisée. Bon, je donne pas ça en cours parce qu'on peut pas voir tout. Mais si tu vois dans le menu, ici dans mannequin, vous allez voir que c'est une sorte de, comme les petites figurines de bois, vous voyez? Et ça, c'est un mélange entre un base mesh et Z-Sphere, dans le sens que tu peux les positionner, mais la géométrie qui va avec, euh, elle est plus flexible, dans le sens où on peut en changer la forme. Avec les Z-Sphères, tu peux pas, c'est toujours des sphères. Alors non, une sphère reste toujours une sphère, alors proportionnellement, c'est pas toujours la meilleure solution. Alors si tu dis, ouais, pour ce personnage-là, j'aimerais bien des Z-sphères, mais je crois que je vais quand même travailler beaucoup les, les proportions. Oui, les proportions surtout euh, non proportionnelles, dans le sens où on le change que sur une axe. Ben, dans ce cas-là, les B, Q, je regarde les subtools. Voilà. Tu vois, en dessous, il y a des Z-sphères, hein. Et ça se fait de la même façon. Tu travailles les proportions et la pose. Et par après, vous passez par Adaptive Skin. Et tu peux faire un Adaptive Skin sur base de ça. Je croyais que tu avais peut-être utilisé cette méthode-là. Mhm. Ça se sert. Il y a deux méthodes pour créer un skin. Et c'est une méthode où ZBrush va faire une sorte
de maillage comme en tissu au-dessus. Oui, enfin, les Z-sphères et les Z-mannequins, ils utilisent la même méthode. Alors pour ces deux méthodes-là, on va passer par cette méthode intermédiaire où on a un preview et si on veut la version finale, on va cocher Make Adaptive Skin. J'utilise parfois les mannequins, surtout pour une scène. Par exemple, imaginons vous faites euh, une statue avec multiples personnages. Euh, J'essaie d'en m'en rappeler. Euh, Maintenant, il n'y a pas des exemples qui me tombent en tête. Mais imaginons même pour les statuettes. Par exemple, s'il y a une composition avec multiples personnages, là, je vais utiliser des mannequins. Parce que la composition, elle est tellement importante. C'est une scène d'action. Il faut jongler plusieurs personnages à des proportions différentes. Ben, dans ce cas-là, c'est une bonne occasion d'utiliser les mannequins. Maintenant, pour les poses sont bien. J'aime surtout la pose du personnage sur le droit, ici à droite. Surtout aussi parce qu'il y a une asymétrie dans le visage. Juste avec le... Voilà, parfois une suggestion suffit pour communiquer l'intention ou la réflexion ou l'attitude ou l'humeur du personnage. Et normalement, ça va inviter de regarder de plus près. Alors, question réussite sur les trois personnages pour la pose, ben c'est celui-ci qui m'interpelle le plus. Surtout parce que, euh, allez, à côté du côté technique des choses, parce que techniquement, ils sont tous les trois bien, mais juste d'un intérêt personnage, celui à droite ou celui à gauche, quand on le regarde, est le plus intéressant dans le sens invité de regarder plus près. Et c'est parce qu'il a une silhouette super forte, surtout à cause des doigts, les formes presque tertiaires des doigts, et aussi de son expression au visage. On est, comme humain, euh, notre ADN fait qu'on va tout de suite regarder le visage d'abord. Et dans le visage, on va d'abord regarder les yeux, et même dans l'œil, on va regarder la pupille. Et c'est pourquoi que le fait qu'il a une expression, et surtout une expression asymétrique, ça va attirer le regard et inviter le spectateur d'aller voir de plus près. De ce point de vue, je dirais que celui-ci est le deuxième. Il arrive en deuxième place, parce que la pose est forte, la silhouette aussi. Mais question regard ou dire dans quel état est-ce qu'il se retrouve, c'est plus difficile à se projeter dedans. Uh-huh. Oui, c'est une bonne question. Euh, il existe, si tu regardes dans les forums de Sketchfab, je connais pas, je ne sais pas par cœur maintenant, mais ils ont écrit un petit add-on pour Chrome et pour Firefox aussi, où tu peux sauver les settings de matériaux et les settings de scène. Et comme ça, tu peux les transférer d'un fichier à l'autre. Alors, si tu fais une recherche Save Properties Sketchfab, euh, ça fonctionnait il y a quelques mois quand je l'ai utilisé la dernière fois. Euh, mais je suis sûr que c'est tenu à jour.
Mais c'est pas ça fait pas partie de la fonctionnalité Sketchfab de base. Alors peut-être une invitation vers les autres. Par exemple, le personnage ici à gauche, s'il faut décrire son état d'esprit ou ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que vous imaginez si vous vous mettez à sa place? Bon, vous connaissez aussi le film quelque part, hein, mais essayez d'avoir un premier vu quelque part. Ben, dans quelle attitude ou dans quel état d'esprit qu'il est, ou quelle émotion, ou... Ouais, un petit peu blasé, hautain, il a son opinion, il va pas vraiment vous donner l'avantage, allez, the benefit of the doubt en anglais, l'avantage de la doute. Euh, il va un peu méfiant aussi, et pas quelqu'un. Bon, là, c'est moi qui dis tout. Quelque part, l'invitation, c'était à vous d'essayer de dépister avec les, les indices visuels dans quel esprit qu'il se trouve. Par exemple, la position des doigts et la structure des mains, ça vous communique quoi? C'est pas une question piège, hein? Et la sévérité, elle réside où? C'est quels éléments du corps te communiquent ça? Et pourquoi? Tu peux être... Mais, mais est-ce que c'est agressif comme... pour moi, selon moi, ça ne reste qu'un un avis, hein. Mais il y a un contraste subtil qui se cache un petit peu. Je suis curieux pour voir si quelqu'un arrive à le dépister. Oui, oui, le côté pointilleux, tout à fait. Et ça, c'est indiqué par des petits indices, hein, comme les oreilles, le regard, le sourcil levé. Mais bon, s'il n'y a pas d'autre retour, je crois que je vais finir par cracher le... Ça, c'est vrai, ça, j'avais pas vu. C'est vrai il est moins certain qu'on ne le croit, hein. C'est-à-dire son regard et son intellect, disons, a une opinion, mais c'est vrai, il a une sorte de pose un peu protectrice. Le fait qu'il croise un petit peu les bras, ça communique une certaine insécurité. Et selon moi, cette insécurité vient du fait que il a une opinion sur ce que les autres font, mais il ne saurait pas le faire lui-même. Il a un côté maladroit. Oui, et le fait que ses mains et ses doigts sont pendantes, ça, ça, ça trahit le fait qu'il ne saurait pas le faire lui-même. Tu vois? Dans ce cas-ci, j'extrapole un petit peu parce que je connais le film. Alors le fait qu'il va juger les compétences cuistot des autres, bah, il ne saurait probablement même pas cuire un œuf si on lui demande. Ouais, ouais. Et il faut que le personnage dégage ou vous communique son état d'esprit. Et c'est très réussi ici à gauche. Le personnage à droite aussi, mais d'une façon un peu plus quotidien.
moins précis. Et le personnage au milieu, il y a un début, mais c'est pas encore tout à fait abouti. Je crois que tu peux pousser encore un peu plus loin. Oui, là, oui. Et les mains sur les hanches, tout à fait. Et même le côté agressif peut se communiquer par un accessoire, hein. Tu lui donnes un petit hache pour quand on travaille la viande là pour couper l'os. Et ça peut être soit un... Là, les proportions jouent aussi, hein. Par exemple, ça peut être une énorme hache qui est démesurée par rapport à lui, ou une toute petite, parce qu'il est très adroit à faire ça. Alors là aussi, on peut jouer sur les proportions. Bon, maintenant, j'utilise cet exemple-ci pour vous pousser plus, d'aller plus loin, hein. En soi, c'est un beau résultat, hein. Ok. Florian est là. Non, non, je rigole, hein, je rigole. Euh, ok, là, je regarde l'épouse. Par exemple, ici, avant de le suggérer, c'est lequel des trois qui vous invite le plus à les regarder de plus près? Celui qui se trouve à gauche ou celui... Ici? Les autres aussi? Tout le monde? Côté pause, moi, c'est plutôt celui-ci. Côté... bon, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. Apparemment, vous avez raison. C'est vrai, les cheveux, c'est bien détaillé. Mais est-ce que les cheveux racontent quelque chose sur le personnage? Oui, pour les différencier, c'est une bonne démarche parce que là, il y a un contraste entre les deux. Mais s'il faut extrapoler, comme on disait, comme on faisait tantôt, dans le sens que dans quel état d'esprit est-ce qu'il se trouve, ou dans quelle humeur, ou le caractère, qu'est-ce que les cheveux vous communiquent entre le perso à droite et le perso à gauche? En essayant de ne pas regarder la pose, hein. Je sais, c'est difficile. Ou n'importe qui. Oui, tout à fait. Et, oui, et va un peu plus loin. Pour moi, c'est quand je dis par exemple un retour, je dis essayer de trouver une petite histoire ou une petite biographie ou du personnage. Bon, en fait, ce que ça implique, ce n'est que de se poser des questions, hein. Par exemple, ah, ok. Euh, bah, et les comment le perso à gauche? Oui? Ah, ok. Elle est une princesse dans l'histoire ou dans la série? Ok. Et sur le personnage à droite? Mais, mais vous la reconnaissez de la série? C'est une série d'animation? Ah, ok. Ouais, il faut que je rattrape un peu là.
Et ils ont tous cet aspect biomécanique. Ok. Ben voilà pour retrouver un peu le sujet du début. C'est le fait qu'elle passe peut-être moins de temps à, allez, comment dire en anglais, en français, groomer, tout ce qui est maquillage et travail de cheveux. Elle y fait moins attention. Mais si je regarde maintenant le monde dans lequel ça se retrouve, c'est surtout les armes qui vont et l'équipement qui joue là-dedans, non? Oui, c'est pas. Ça montre aussi quand on est inspiré par quelque chose de dépister pourquoi on est inspiré par. Par exemple, si vous dites ah j'adore Apex Legends, c'est de dire ok pourquoi est-ce que j'aime bien, bah et de concentrer sur ce côté-là, tu vois. J'aurais bien voulu voir comment ils se comportent quand ils sont armés et en combat. Bon, ça dépasse un petit peu le but de l'exercice où on allait surtout travailler les proportions. Et j'aurais vu voir un exemple qui est un peu, qui pousse un peu plus loin le côté disproportionné, tu vois. Parce qu'ils ont tous à peu près la même taille, proportion globale, mais aussi euh, locale. Ils sont tous assez proportionnés, tu vois, près de la réalité. Alors peut-être trouver un personnage dans la série où il y a des proportions démesurées. Je sais pas, des énormes bras ou une petite tête ou... Des trois, oui. Je dois avouer, celui au milieu est le plus démesuré des trois. Ou peut-être un quatrième, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un monstre qui pourrait être en silhouette derrière? Voilà, c'est une invitation. Quelque part, il y a assez pour compléter l'exercice. Si tu es motivé, tu peux en rajouter une. Ok. Et les accessoires aussi, si tu veux rajouter un accessoire. Mhm. Mais pas au début des autres travaux, hein. Si tu dis, oh non, je dois encore... Mais comme t'es déjà aux proportions, hein, pourquoi pas te pousser un peu plus loin? Ok. Ça c'est Guillaume. Ça aussi, ça vient d'un jeu? Ok. C'est une série. Urban. Oui, voilà. Quand c'est basé sur une série existante, bah, quelque part, on est lié par les proportions, les choix proportionnels qui ont été faits dans l'original, hein. Mais même si c'est le cas, essaye de trouver, par exemple là, avec le petit animal, de rajouter un perso qui est un peu plus disproportionné. Les poses sont bonnes, surtout celui au milieu. Euh, les deux autres sont un peu trop symétriques, hein. Maintenant, pour les transitions aussi, quand on a un résultat qui est anatomiquement euh, assez réaliste, il faut bien soigner les transitions. Par exemple là, comment le biceps s'emboîte dans l'avant-bras. Aussi les hanches, il faut soigner ça un peu plus. Les genoux, c'est bon, par contre. Et si tu t'as passé en mode sculptrice pour la tête? Mhm.
Et là aussi, c'est un choix qu'on fait un petit peu inconsciemment. Si on en est inconscient, euh, c'est mieux quelque part. C'est-à-dire, quand je le vois de devant, j'ai l'impression que les cheveux, ça colle avec le niveau de réalisme du reste du corps. Mais par contre, ici, quand on regarde le derrière, ça, ça a tendance d'aller plus vers le réalisme, tu vois. Et soit il faut faire ça partout, ou soit il faut trouver un moyen de simplifier la forme de la même façon que le reste du mesh, du perso. Bon, c'est un petit peu en dehors du topo de l'exercice où c'était que les proportions. Mais petit à petit, j'aimerais bien que vous arrivez à aussi intégrer les autres principes de concept design qu'on a vus. Et pourquoi tu as mis le petit pinceau en blanc? Mhm. Mais j'aime bien dans le sens que ça rajoute de l'intérêt. Par exemple, si on fait la même exercice que tantôt, du point de vue quel personnage nous invite à se projeter dedans ou à mettre à la place du perso, je dirais le premier serait celui au milieu parce qu'il est le plus ouvert, il invite vraiment à communiquer. Et après, je dirais celui ici à gauche parce qu'il y a cette complicité entre les deux personnages. Quand il y a une interaction comme ça, ça rend toujours curieux, tu vois. Mais ça serait bien de voir dans la pause qu'ils se... allez, acknowledge, c'est quoi en français? Reconnaître, voilà, une certaine reconnaissance l'un l'autre. Parce que là, ils interagissent, mais on dirait qu'ils ne se sont pas conscients l'un de l'autre, tu vois. Et ça rend le travail intéressant, moi, je trouve. C'est de, ça devient des vrais personnages. À ce moment, tu dis, est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des combattants? Est-ce que c'est est-ce que c'est un esprit? Euh, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui regardent qui connaissent la Croisée des mondes. C'est un, c'est un livre ou une trilogie qui est sortie il y a une dizaine d'années ou même plus maintenant et qui est en train de... Ils en ont fait une série sur le BBC et pour l'instant ils sont au deuxième saison. Ça vaut la peine. C'est déjà, juste, ça c'est déjà bien. Alors si vous regardez, si vous voulez voir une série qui est bonne, bah c'est à l'origine ça s'appelle His Dark Materials. Oui, le film n'a pas eu assez de retours pour en faire un deuxième. Mais maintenant, ils ont la série, la première saison s'est bien passée. Maintenant, ils vont faire la deuxième et la troisième. Et c'est super. Mais la raison pourquoi je donne l'exemple, c'est dans ce monde-là, euh, si je monte Pantalaimon, chaque personnage, il a une sorte de... Ça s'appelle un démon. C'est une créature qui lui représente. C'est une sorte de dédoublement de soi. Et la créature correspond à la personnalité de l'humain. Par exemple, la fille ici, elle est très curieuse, elle est féroce quand il faut. Et la créature qui lui accompagne et qui lui représente, euh,
va assumer ces aspects de sa personnalité. Et quand on a, par exemple, une complicité entre deux personnages, c'est toujours chouette ça, de voir leur interaction, parce que l'un va euh, dévoiler des aspects de l'autre. Et bon, pour moi, ça fait un des plaisirs du travail de character design. Là aussi, tu as rajouté un chapeau, ça donne super bien. Alors, s'il y a moyen de rajouter des accessoires, n'hésitez pas, hein, quand vous faites vos propres designs. Ok. Là, c'est Brian. Ok. Bah, même chose, hein. Voilà, ça invite de découvrir l'alliance entre ces deux persos-là. C'est un maman et son petit ou c'est deux frères ou deux singes complètement différents? Et ça fonctionne, on voit la différence de taille. Et maintenant, pour moi, ça invite un parcours qui va plus loin. Et quelque part, il faut répondre à cette invitation-là. Par exemple, imaginons que c'est un papa avec son petit sur le dos et le petit, il est en train de chercher des puces dans les poils de son père. Tu vois? Ben, c'est pas une énorme histoire, mais c'est une situation qui permet de dévoiler leur personnalité. Alors à ce moment-là, tu peux te poser des questions en disant, est-ce qu'il en trouve? Est-ce qu'il fait ça d'une façon doucement ou est-ce qu'il arrache les cheveux de son père? Et le père, est-ce qu'il se fait faire? Est-ce qu'il se laisse faire? Est-ce qu'il grogne? Est-ce qu'il essaye de l'arrêter? Bah, toutes ces questions-là, quand on va faire le design, on va petit à petit construire des réponses qui mènent à une situation qui nous communique qui ils sont. Tu comprends? Et je crois que tu peux même impliquer le troisième personne ici, personnage à gauche, c'est aussi un singe. Ok. Mhm. Ben, je t'invite de peut-être construire un petit scénario entre les trois qui, euh, qui les implique tous. Et sans faire un gros travail sur le sculpte et tout ça, hein, mais juste par la pose et peut-être en poussant les proportions encore un peu plus. Quoique le mâle, il est bien fait. Là, on sent un bon poids sur les avant-bras. Aussi les transitions, hein. Soigner un petit peu. C'est surtout entre les hanches et les jambes, hein. Parfois, c'est pas évident parce que l'articulation sur les jambes, il y a elle est importante dans le sens que les jambes peuvent bouger presque dans tous les axes, 180 degrés. Et les queues, ça manque aussi, hein, je trouve. Oui, c'est la goripa. Mhm. Ouais. Ok, bah voilà, je dirais, l'exercice, tu l'as complété, mais j'aime toujours donner des pistes pour aller plus loin. Si tu es motivé, je t'invite de revisiter. Ça, c'est un exemple de l'autre classe. Et c'est pas pour le mettre en avant-plan, juste pour vous montrer
le potentiel de l'exercice. Bon, ici, c'est pas basé sur un design personnel, c'est repris, mais ça montre bien le monde dont ils sortent, l'univers original. Les poses aussi, je trouverai aussi, surtout celui-ci. Et pour les raisons qu'on a déjà vues, c'est asymétrique, ça invite parce qu'on sent qu'il y a une réflexion dans le personnage, on est curieux. Celui-ci aussi, ça fonctionne bien. Un petit peu trop symétrique. Les proportions aussi, je crois que ça m'a l'air correct. Sauf peut-être Astérix, je le trouvais un peu plus grand, un peu trop grand, mais on a revisité et finalement, c'est correct. Et il reste Shannon, qui est là aussi. Ça, c'est des personnages que tu as inventés toi-même. Ok. Et tu l'avais imaginé comment? C'est une famille? Ouais. Bah, uh-huh. Ouais, c'est vrai. Là, les proportions, ça colle. C'est c'est pas réaliste, je dirais c'est déjà un peu cartoon. Le garçon ou la fille qui est... La tête est un tiers. Alors ça me fait penser, moi, entre 6 ans, je dirais à peu près. Maintenant, là aussi, j'aimerais bien de, de souligner l'opportunité de créer une petite scène, tu vois. Par exemple, juste le fait si tu avais mis l'enfant au milieu des deux parents et que, par exemple, il le regarde, ou un des personnages le regarde, tu peux créer déjà un certain intérêt où on se demande qui c'est et comment ils se comportent l'un vers l'autre, tu vois? Ouais? Ok. Et ça peut être fait en demi-heure, 1 heure. Tu peux faire tu peux faire une petite scène avec ces personnages-là qu'on va construire un contexte autour. Ouais? Ok. Mais sinon, on sent que tu commences à te sentir confortable pour donner des pauses, sélectionner, bouger. Tout ça, ça devient automatique, non? Ouais? Ok. Euh, bah, je crois que j'ai fait le tour, sauf si j'ai oublié quelqu'un. Maintenant, je vois que pour les caricatures, il y en a quand même qui manquent, non? Alors, allez, ne tombez pas trop en arrière. Si la calcul n'est pas encore fait, bon, pour demain, ça va être un peu court, mais essayez pour le coup prochain d'avoir complété tout jusqu'aux proportions. Et à ce moment-là, tout le monde sera synchro. Voilà. Alors, je voulais vous montrer une chose dans cette broche aujourd'hui. Et c'est... Tantôt, j'ai eu un problème avec 2021. Je vais quand même les réessayer.
Voilà, ça c'est un personnage mi-haute résolution. Je crois qu'en tout ça fait 3 millions de polygones. Il est composé de presque une dizaine de subtools. Mais si on regarde de plus près, on va voir que juste le corps, il consiste de 1 200 000 polygones. Et si on regarde la géométrie, on va découvrir qu'il consiste de 6 subdivisions aussi. Ça veut dire que si on... Je vais d'abord remettre à lui standard. On va l'isoler en solo. Et maintenant, quand on baisse de subdivision, on va voir deux choses. D'abord, ce qui est qu'on voit en premier, c'est le fait que la résolution du polypaint va faire qu'on a de l'anti-aliasing ou on a de l'aliasing du fait qu'il y a moins de points pour gérer la couleur. Et chaque fois qu'on baisse encore de niveau, ça va de plus en plus perdre de détails. On voit aussi qu'on commence à perdre les volumes tertiaires, c'est-à-dire tous les volumes intérieurs, comme le démarquage des muscles dans le cou, aussi les pectoraux, qui vont être moins précis. Et plus qu'on baisse, plus qu'on va garder que la silhouette et les formes primaires. Et au niveau 1, on est chuté à 1200 polygones. Alors jusqu'à maintenant, on a vu une série de méthodes pour créer des formes, les sculptrices, les formes géométriques qu'on va combiner, les Z-sphères, le base mesh, quelque chose comme les Z-mannequins, et petit à petit, on peut mélanger toutes ces méthodes pour différentes parties de votre personnage. Maintenant, à un moment ou l'autre, ça va être intéressant ou même nécessaire de passer à une méthode de subdivision. Alors les subdivisions, pourquoi? C'est quoi les avantages? On en a déjà parlé un petit peu. Une raison super importante, c'est le fait de travailler les couleurs. Alors, par exemple, voici le stylet marche. Oui. BST. Je vais le mettre en couleur. Pas de sculpte. Je pipette la couleur là. Plus petit. Alors, comme c'est du polypaint, il va donner de la couleur au sommet. Et si je fais un trait ici, il est plutôt détaillé. Mais on va voir, par exemple, là, on commence à avoir de l'aliasing. C'est par manque de sommet pour stocker l'information couleur. Et plus qu'on baisse, comme on a vu, plus que ça va devenir évident et extrême. C'est pour ça qu'on va avoir envie d'avoir beaucoup de polygones pour faire le travail couleur. Par contre, si par exemple on veut changer la pose et imaginons rotationner le bras ici à gauche, voilà, avec CTRL, on va masquer. Hop. Même chose derrière. Espérez qu'on a pris tout. On inverse. Et vous avez déjà fait l'exercice, par exemple, sur les proportions. Mais là, c'était tous des formes détachées. Alors, vous allez voir que quand vous avez un skin, ou une forme qui est uniforme,
bah, il va y avoir plein de problèmes. Par exemple, là, ça creuse, en partie parce que le pivot n'est pas bon. On peut le monter un petit peu pour diminuer. Mais vous allez voir qu'on va avoir plein de problèmes. Même si on adoucit la transition avec contrôle en cliquant, on réessaye. Bon, c'est un peu mieux au-dessus, mais en bas, on voit qu'on prend des parties du corps. Il y a des parties qui déforment et d'autres pas. Alors, plein de soucis. On retourne en arrière. Maintenant, si je baisse et je vais à l'autre extrême, je me mets sur 1. Je masque jusque là. Et j'inverse W. Voilà, là aussi, il reste quelques problèmes. Mais ici, on a beaucoup moins de points. Alors, on peut être beaucoup plus grossier. Je peux le faire. Un brush plus petit. Alors, je peux aussi adoucir. Juste avec un clic, j'ai une belle transition qui fait une déformation beaucoup plus homogène. Et après, tout ce qui reste, c'est d'adoucir un petit peu. Là, c'est trop haut. On va démasquer tout. Et vous allez voir, là, j'ai complètement changé la pose. Et maintenant, si je remonte, bon, il y a des petites retouches à faire, mais c'est beaucoup plus gérable. Je peux monter niveau par niveau, corriger un peu. Le 4. Arrêtez-moi, s'il y a quelque chose ou une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors ça, c'est un avantage d'avoir les niveaux, mais il y a des dizaines d'autres avantages. Il y a le travail couleur, mettre en position, aussi le sculpte. Par exemple, je peux mettre drag, choisir un alpha, remettre le Z, enlever la couleur. Par exemple, ce genre de détails, je ne peux faire que quand j'ai beaucoup de résolution. J'essaye de faire ça sur 3. Ça passe pas. On voit que ça bouge, mais on perd tous les détails. Par contre, sur le niveau 3, ce qu'on peut faire, c'est, si on prend le inflate, on peut augmenter le volume des pectoraux.
Là où si je l'avais fait au niveau le plus haut, ça aurait moins bien marché. Alors on va découvrir quand vous utilisez cette méthode-ci qu'il y a plein d'éléments qui fonctionnent bien sur certains niveaux et pas sur d'autres. Mais juste avoir la flexibilité de passer à différentes résolutions donne une puissance et un contrôle supérieur à toutes les autres méthodes. Un autre exemple, c'est les textures. Par exemple, le polypaint. Si on enlève le polypaint, il reste que la couleur de base. Et comme on a vu, si on baisse la résolution, les limites du polypaint font qu'on perd tous les détails. Alors si on est à haute résolution et on a les subdivisions, on peut en tirer une texture bitmap. Alors ça, on va voir en plus de détails dans un des cours suivants. Mais juste pour vous introduire le sujet, je peux définir la taille de la texture. Ici, je vais faire 2000 sur 2000. Et je vais créer une texture sur base de polypaint. Alors, quand je clique, vous allez voir que maintenant, il y a une texture. Et si on fait un avant et un après, CTRL-Z, CTRL-SHIFT, vous allez voir qu'on a, à part d'un petit problème dans les UV, mais ça c'est un autre sujet. Sinon, pour ce qui est la résolution et la qualité, ici on voit quand même du aliasing. Alors, je vais monter à 4000, recréer la texture. Voilà, là même la qualité elle est bonne. Il y a juste les UV qui sautent un petit peu entre les niveaux. Ça, c'est pas grave. Mais le grand avantage, c'est que si on regarde tout, et maintenant on baisse de niveau, vous allez voir que l'information couleur, elle reste du même détail. Bon, aussi, on va voir les facettes parce qu'on est vraiment dans du low poly. Mais le détail de la couleur reste. Même chose pour le normal map. Si on va faire un normal map, même des marches, sauf ici à l'envers, on va mettre sur le plus bas, ou le niveau sur lequel on va exporter vers Maya, par exemple. Et on va calculer le normal map, qui se trouve juste en dessous. Même chose, résolution, on va prendre 4000 aussi. On calcule. Et là, toute l'information de déplacement ou de hauteur, il va becquer dans un map basé sur le niveau le plus haut, c'est-à-dire le 6. Et quand vous allez exporter vers Maya, vous allez voir que vous allez récupérer tous les détails. Alors là, je vous ai montré juste une poignée d'avantages au mode subdivision. Et c'est important de savoir l'utiliser et les avantages. Maintenant, vous pouvez me dire, ok, j'ai fait un personnage, une créature, et j'ai pas mes niveaux. Je les ai perdus, j'ai utilisé une autre méthode, j'ai fait du sculptrice là-dessus. Ben ici, je vais vous montrer un moyen où vous pouvez à n'importe quel moment recréer un modèle à subdivision. Alors pour l'exagérer encore plus, je vais prendre le sculptrice et PST. Je vais remettre le brush à 0. Baisser, prendre mon stylet. Sculptrice.
J'ai fait un undo de trop. Voilà. Là, j'ai carrément changé la topologie. Il a essayé de garder le polypaint aussi bien que possible. Imaginons j'utilise aussi pour faire quelques petits derniers changements de sculpte. Souligner des détails. Tout ça en changeant de topologie. Alors imaginons, ça c'est mon résultat et je dis, ah, j'aimerais bien retravailler la pose ou rajouter des ailes ou rajouter une deuxième tête, imaginons. Ben, à ce moment-là, vous pouvez faire tout en sculptrice. Mais à un moment ou l'autre, on peut se dire, oui, mais là, j'aimerais bien retourner à un modèle avec des subdivisions. Ben, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça que je voulais vous montrer. La méthode est assez simple. C'est juste qu'il y a quelques étapes. Alors, pour rester clair, je renomme ça original. Et la première chose à faire, c'est dupliquer. Et celui-ci, on va appeler subdivision parce qu'on veut récupérer les subdivisions là-dessus. Et une fois que vous maîtrisez cette méthode-ci, ça veut dire que pour le design, vous pouvez combiner toutes les méthodes que vous connaissez déjà et à n'importe quel moment, vous pouvez en convertir une version à subdivision. Voilà, je l'ai copié. Maintenant, il faut que j'en fasse un niveau bas. Comme on l'avait tantôt sur l'original, il y avait un niveau de 2000 polygones à peu près. Ben, on va simplifier cette copie jusqu'à 2 millions polygones, 2000 polygones. Maintenant, on est à 1 240 000. On va faire ça en deux étapes. Première étape pour le faire baisser en dessous d'1 million. Et une fois que c'est en dessous d'1 million, on peut utiliser la méthode qu'on connaît déjà avec ZRemesh qui va nous permettre de descendre jusqu'à 2000. Mais première étape, Decimation Master. Deux parties là, un précalcul. Il va analyser la géométrie. Ici, ça va assez vite comme on n'a que juste au-dessus d'1 million. Si vous avez un personnage de 4 millions, par exemple, ou plus, ça va prendre plus de temps. Hein. Ici, je veux juste baisser en dessous d'1 million. Alors, dans ce cas-là, le taux de 20% est tout à fait... tout à fait bien. Je perds mon polypaint, ça c'est pas grave, on va quand même le récupérer de l'original. Et je suis baissé jusqu'à 480 000. Ça c'est très bien. Maintenant, deuxième partie, c'est ZRemesh. Et ici, on va mettre le nombre de polygones qu'on veut. On va mettre 2. On laisse adaptatif, comme ça il a une certaine marge. Ça va être un peu au-dessus de 2 millions, de 2000, mais... Et idéalement, on veut le même niveau de subdivision qu'on avait au début. Je crois que, si je m'appelle bien, il y en avait à peu près 6. Ben, on va essayer d'en sortir avec 6 niveaux. 5 ou 6, c'est bon.
Alors vous allez voir que Z-Remesher, si c'est au-dessus d'1 million, comme j'avais dit, il va commencer à avoir du mal. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder ici? Avant et après. Avant, après. Tout ça s'est bien passé. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est peut-être les oreilles. Et le nez. Oups, je suis encore en sculptrice. Bon, normalement, je resterai à 2000, mais je crois que je vais monter un petit peu. Alors, si on fait le calcul, 2500, une subdivision, ça va faire 10 000. Deuxième subdivision, 40 000. 160, 140. Moi, je vais finir à peu près à 2 millions de polygones. Ce qui est largement assez pour faire la mise en couleur. Voilà, là, on a un peu d'informations pour les oreilles. Et la bouche est un peu plus détaillée. Et les doigts aussi. Tout où les volumes s'affinent, il faut regarder de plus près. Là, je crois que c'est bon. Là, on est prêt pour récupérer les détails. Alors, comment ça marche? On va mettre l'original en dessous et le nouveau au-dessus. Ça, j'ai fait avec la flèche. Et maintenant, il reste qu'à projeter. C'est-à-dire, on va projeter les détails de l'original sur la subdivision. Alors, les valeurs, il ne faut pas trop y toucher. Normalement, ça marche super bien. Sauf parfois, selon la taille du modèle, il faut augmenter un petit peu la distance de projection. Alors, la projection, ça se fait ici. Tu veux récupérer la couleur? Oui, tout à fait. Voilà, là, il a fait une première projection. Je commence à récupérer la couleur et aussi la silhouette est un peu plus définie. Alors maintenant, on peut commencer à subdiviser un niveau. On reprojette. Voilà, vous voyez. Avant, après. Je commence à récupérer l'anatomie du bras. Un petit peu de détails dans le visage. La couleur qui s'affine plus. On répète. Diviser. Projeter. Voilà, on commence à récupérer les formes tertiaires que j'avais rajoutées en sculpte. La couleur est sur la bonne route. Les oreilles, c'est pas tout à fait ça encore. C'est parce qu'il manque du polygone. Et pour l'aider un peu, je peux adoucir. Pour pas que ça devienne trop tordu. De toute façon, il a encore 2-3 niveaux pour récupérer. Divide. Projeter. Bien sûr, chaque fois qu'on va reprojeter, ça va prendre plus de temps. Hein. Ici, on est déjà à 1 million de polygones à peu près. Donc 300 000. Et si on regarde l'original, on commence à bien se rapprocher de l'original. Hein. Regardons les oreilles un peu plus. Ça, c'est juste pour lui donner un coup de main.
Je crois que peut-être la bouche un petit peu aussi. Non, ça passe. Moi, je sauve peut-être juste là le coin. Encore une fois ou deux. Subdiviser. Projeter. Et cette méthode marche super bien, mais quelque part, elle va se limiter quand on va s'approcher de 10 millions. euh, Soit il faut aller chercher une tasse de café. Ici, ça va prendre bon, une petite minute, je dirais. Voilà. Et là, on commence à avoir du mal à voir la différence entre l'original et la nouvelle version avec les subdivisions. Allez, on fait une petite dernière. 6 millions. Avec le fait que j'enregistre l'écran, je vais pas aller plus loin. Je vais faire une dernière projection. Voilà. Alors, pendant que ça calcule, pour résumer, c'est important d'apprécier le fait qu'on a à notre disposition toute une série de méthodes pour créer un personnage. Et on est complètement libre de combiner toutes les méthodes. Et par contre, on a aussi une méthode de revenir à la méthode disciplinée où on a des subdivisions. Et on peut faire l'aller-retour un petit peu n'importe quand on veut. Comme ça prend quand même un peu de temps, par exemple ici une dizaine de minutes, parfois ça prend plus, on ne va pas faire ça tout le temps. Alors c'est à des moments clés, par exemple on a fait un premier jet, on est content, on a assemblé tous les éléments et on se dit ok, ici pour avancer j'aimerais bien une version avec des subdivisions. Je fais faire cette démarche-ci et je peux, si tout va bien, finir le personnage. Parfois, si on veut faire des changements, par exemple, comme je disais, on veut rajouter un deuxième tête, imaginons. Bah, à ce moment-là, je vais peut-être retourner à Sculptrice pour rajouter la tête, le souder, le sculpter. Bah, à ce moment-là, je vais repasser en changeant de méthode, tout en sachant que à la fin, je peux quand même avoir une version subdivision pour avoir la version finale. Quand on va faire un rendu dans ZBrush, c'est moins important parce que là, le résultat final n'est qu'un rendu ou une image. Par contre, si on veut récupérer le modèle dans Maya, par exemple, et on veut aussi récupérer des maps, à ce moment-là, c'est super important d'avoir une version avec des subdivisions. Et maintenant, vous savez comment le faire soi-même ou toi-même. Faisons une dernière comparaison. Voilà, je vois pas de différence. Sauf ici, mais ça c'est parce que cette erreur-là de couleur, elle était déjà dans l'original. C'est juste le fait que nous, on a dégagé le bras. Ça fait que c'est devenu visible. Voilà, j'espère que c'était pas trop technique. Si vous reste des questions là-dessus, n'hésitez pas. Non, c'était assez clair. Ok. Bah, bien sûr, si tu as un modèle qui consiste de plusieurs subtools, il va falloir
si c'est nécessaire de refaire la même démarche sur les autres subtools. Ouais? Non, le normal map, c'est un bon exemple pourquoi euh, on voudrait faire ça. Mais vous allez découvrir que c'est très puissant. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est les gens qui utilisent ZBrush pour faire leur personnage, c'est qu'ils montent trop vite, trop haut en résolution. Ils sont en train de faire un personnage et le personnage a 4000 polygones où ce n'est qu'une silhouette. Ben, à ce moment-là, c'est important. Si tu as été trop loin et tu as fini avec 3 millions de polygones et tu aimes bien les résultats, au meilleur cas, le résultat est bon, mais tu ne peux plus rien faire avec parce qu'il y a beaucoup trop de polygones. Ben, à ce moment-là, tu peux dire, OK, je vais faire un Z-Remesh ou un Decimation Master pour rebaisser. Ben, si vous faites ça, vous risquez de perdre les détails qu'il y a dans votre modèle. Alors, pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est cette méthode de subdivision qui va venir à l'aide, où vous allez pouvoir diminuer le nombre de polygones tout en gardant le détail. Et ça, c'est super puissant. Parce que maintenant, tout ce qu'on avait sur notre modèle final, entre guillemets, on l'a récupéré, on ne perd rien, mais on a accès pas seulement à une subdivision en plus, mais toute une série de résolutions où on peut intervenir. Tu vois? Par exemple, si je veux faire un move sur le niveau le plus haut, bah, tu vois le problème. Pour remonter l'épaule, on pourrait y arriver. Plus qu'on maîtrise ZBrush, on y arrive quand même. Mais c'est beaucoup plus facile de descendre à 1. Hop, on remonte. C'est fait. Et peut-être que vous n'appréciez pas encore l'avantage de pouvoir faire ça, mais plus que vous avancez dans ce genre de travail, plus que vous allez découvrir que c'est incontournable de passer par là. Et maintenant, vous savez comment le faire. Alors, j'allais dire, sur un plan technique, maintenant, vous connaissez toutes les méthodes, comment les combiner et comment quand même récupérer un modèle structuré en sous-niveau. Et dans les cours qui restent, si je regarde, voilà, on aura encore un cours sur l'anatomie, sur la ligne d'action, sur la couleur et sur la surface. Mais je dirais les principes de base les plus importants, normalement, vous les maîtrisez à partir de ce moment-ci. Tout le reste, ce n'est que du crème fraîche sur le gâteau. Façon de parler. Ça peut paraître à certains, oui, pourquoi on ferait ça, les sous-niveaux? Bah, vous allez découvrir que la nécessité et l'avantage de cette méthode. D'autres questions? Non? Ok. Alors, il reste 5 minutes. S'il y a quelqu'un, bon, j'ai le temps pour une personne. S'il y a quelqu'un qui veut présenter son projet personnel, on peut faire ça. Et pour le... Oui, vas-y. Ah oui, tout à fait. Euh, mais quelque part, c'est deux boulots différents, hein. Par exemple, dans une société de jeux ou de cinéma, dans, le- dans le jeu, c'est plus courant que d'autres. C'est
tu auras un poste où c'est une personne qui va vraiment inventer le personnage à partir de croquis ou d'autres méthodes. Et tu as quelqu'un qui va créer le personnage final, c'est-à-dire celui qui va bouger avec une squelette et un rig et tout ça. De plus en plus, ça commence à se mélanger dans le sens que la personne qui invente le perso va le faire directement en 3D. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Maintenant, si c'est important pour toi que c'est vos personnages à vous, c'est un bon exercice pour votre projet personnel de le faire à partir de zéro. Si vous dites, je veux faire mes propres inventions, mes propres personnages, je dirais, ok, vas-y, c'est l'opportunité, commence d'un croquis et invente de zéro. Si tu dis non, moi, j'aime bien tout ce défi de prendre un design de quelqu'un et de l'interpréter de 2D en 3D et d'en faire une version prête pour animer, bah, c'est tout à fait acceptable aussi. Et il y a des boulots qui cherchent, il y a des boîtes qui cherchent ce genre de personnes et de ce genre de capacité, compétences, voilà. Ouais. Bah, j'ai mis, t'as déjà regardé les vidéos que j'avais mis en ligne? Ok. Bah, si vous allez sur le YouTube, j'en ai tellement maintenant. C'est pas le HEPL 3D, c'est le HEPL 2020. Attends, je vais faire un login. Oui, parfois je mets les infos dans le Discord aussi, hein. Je crois que j'ai... euh, voilà, c'est celui-là. Et ici, mais non, hein. C'est peut-être plus facile de suivre le lien que j'ai mis en ligne. C'est celui-là. Et maintenant, mais... Ah, voilà. Alors, les playlists. Là, vous avez accès, non? Tu as déjà regardé les vidéos de character design? Non, c'est-à-dire les cours en ligne que j'ai enregistrés, je les mets ici, dans ce playlist-ci. Et je viens de rajouter un nouveau playlist qui s'appelle Personal Project. Et là, j'ai mis déjà 3 vidéos. Et le but, quelque part, c'est que moi, j'ai choisi une image qui m'inspire et je montre comment j'avance. Mais dans ces vidéos-là, il y a tous les consignes euh,
poursuivre la démarche. Maintenant, les consignes plus en résumé, c'est de faire une composition d'un personnage dans une pose et dans une situation intéressante et de faire un rendu final à la fin complètement fini, quoi. Et pour le sujet, vous êtes complètement libre. Ça peut être soit sur un design à vous, basé sur des croquis ou un dessin ou une peinture, ou ça peut être aussi sur base d'une image ou un design existant. C'est ce que moi j'ai fait. Le seul caveat que je rajouterais, c'est que si tu prends un design qui existe déjà, prends un design qui n'existe que en 2D. Tu vois? Ne pas prendre un modèle 3D qui existe déjà et de le copier. Quelque part, c'est important de faire l'interprétation soi-même. Oui, là, vous avez jusqu'à la fin des cours euh, pour, pour rendre le travail et vous êtes libre de me demander des retours ou pas. Si vous dites, je préfère travailler en autonome et vous ne montrez que les résultats finaux, bah, c'est tout à fait acceptable. Si tu veux un retour en cours de route, bah, à ce moment-là, il faut m'interpeller et dire, soit vous vous mettez sur Sketchfab et on partage avec tout le groupe, ou soit vous me montrez en privé et on regarde ça ensemble. Ok. Mais je me demande, maintenant je me pose quand même la question, si vous avez tous accès, je peux recopier le lien dans... Je vais mettre ça dans cours 2284. Voilà. Vous voyez le lien? Je l'ai mis... Oh non, je l'ai mis... je l'ai mis chez Madame Bounafa. Je vais l'enlever. Mais je vais entre-temps le copier. Voilà, là. Ça devrait être bon. Vous le voyez? Dans le channel Courscheer 2284, je l'ai mis. Ok, voilà, parfait. De rien. Ok, bah bon boulot et bah on se revoit bientôt, demain, en fait. Ok, à demain. Au revoir. Au revoir.